Bonjour et bienvenue au show Minter Dialogue, épisode numéro 109. Aujourd'hui, nous sommes le 18 octobre 2020. Je suis Minter Dial, votre compère et hôte pour ce podcast. Mon invité aujourd'hui est mon ami Jean-Charles Trouabal. Jean-Charles est l'ex-recordman du monde des relais, conférencier et directeur associé de Smart & Sport. Dans cet entretien, nous discutons de son parcours remarquable, les éléments qui ont contribué au succès de Jean-Charles, comment créer une équipe surperformante, ainsi que ses discours et comment il exerce le métier de conférencier. Si ce podcast vous a plu, merci de prendre quelques instants pour laisser une revue sur iTunes. Plongeons alors dans cette nouvelle émission. Jean-Charles Trouabal. Je te connais depuis bien plus de 10 ans, on s'est rencontrés en Turquie dans un voyage familial et depuis, j'ai envie de dire, c'est une grande amitié et j'ai le plaisir de t'inviter sur mon podcast. Jean-Charles, avec ton parcours extraordinaire, comment est-ce que tu te décris ? D'abord, Minter, merci de m'inviter à ce podcast, je suis très honoré. Effectivement, je vais revenir un tout petit peu parce que ça peut être un bon point de départ. On s'est rencontrés il y a bien plus de 10 ans, puisqu'effectivement, ça fait presque 15 ans, je crois, enfin 14 ans, dans un endroit exceptionnel, en Cappadoce. Dans un décor surréaliste. Je revois encore ces images et ces photos qu'on a prises avec ces couchers de soleil. C'est un des plus beaux endroits du monde. Je ne connais pas le monde entier, mais celui-là, j'ai la chance de le visiter. Et c'est un souvenir extraordinaire. Et donc, ça me fait très plaisir d'être là, de venir partager ce moment avec toi et qu'on se soit retrouvés aussi, parce qu'on s'est retrouvés quelques années plus tard. Oui, et voilà. Et donc, ça me fait vraiment plaisir. Alors, mon parcours... à l'époque où on s'est rencontrés, j'étais préparateur physique. Moi, j'ai commencé ma carrière, on va dire, professionnelle. J'ai été athlète pendant une 12aine d'années, en sprint et en relais. C'est parce que le 200 mètres et le 100 mètres, t'es pas mauvais. Voilà, exactement. Le 100 mètres, le 200 mètres et le relais. Et le relais, c'est important parce qu'effectivement, c'est une discipline collective. C'est la seule discipline collective en athlétisme. Ce qui expliquera aussi plus tard la suite de mon parcours. Moi, j'ai toujours été très sport-co, très collectif. Mon métier de base, c'est prof d'éducation physique. Je me suis formé aussi en passant un master en administration d'entreprise. Parce que je ne me voyais pas rester que dans le milieu du sport. Donc, je voulais aussi élargir un petit peu. Et c'est ce qui explique pourquoi aujourd'hui, je suis entre le sport, le monde du sport, le monde de l'entreprise. Et ça me va bien. J'aime bien être dans plusieurs mondes en même temps parce que je n'aime pas être réduit à juste un seul univers en fait. Voilà, pour moi le monde il est riche, il y a plein de diversité et j'aime bien aussi comprendre ce que l'autre pense, ce que l'autre ressent, ce que l'autre vit et donc changer d'univers, changer de monde comme ça. Donc j'ai été dans le monde du sport du haut niveau pendant une 12aine d'années avec de la réussite surtout nationale sur le plan individuel. J'ai été une dizaine de fois champion de France sur 100 et 200 mètres. Mais la réussite au plus haut niveau, au niveau international, je l'ai connue vraiment avec l'équipe et avec le relais, avec en point d'orgue le record du monde qu'on a battu en 90. Alors ce qui était assez surprenant parce qu'on n'était pas du tout les meilleurs individuellement, mais collectivement, on a su créer cette dynamique, justement, cette énergie, cet élan qui nous a permis de battre ce record du monde que, à l'époque, les Américains détenaient depuis quasiment toujours, je dirais. De Carl Lewis, voilà, à l'époque de Carl Lewis, notamment. Mais ils avaient aussi le recordman du monde du 100 mètres. Ils avaient tous les records, en fait. Et ils dominaient largement, à cette époque, le sprint mondial. Les Jamaïcains n'étaient pas encore là. Ils sont venus plus tard. Et donc, on a battu ce record du monde et qui est resté... qui a eu un gros impact en France, je crois, parce qu'on a été une des premières équipes à gagner au niveau international, en fait. Avoir une représentation française au plus haut niveau international. Et je pense que ça a marqué beaucoup de gens qui ont vécu cette période-là. Avant nous, il y avait eu l'équipe de France de foot en 1984, qui avait été championne d'Europe avec Platini. Mais finalement, c'était encore dans les années 90, l'époque où on disait « ouais, les Français...
souvent ils arrivent en finale, mais puis ils gagnent pas. Ou alors les équipes françaises, collectivement, il n'y en avait pas. Depuis, on a eu la chance d'avoir évidemment les footballeurs, on a eu la chance d'avoir les handballeurs qui ont écrasé leur discipline pendant plusieurs années. Les basketteurs aussi, enfin un certain nombre d'équipes de sport collectif derrière ont pu prendre le relais, je dirais. Mais nous, et le rugby à moindre niveau. Ça a été plus difficile parce qu'on n'a jamais été champion du monde au rugby. On a toujours un petit peu de mal, mais on a gagné quelques grands chelems quand même. Mais en tout cas, c'est vrai que ces dernières années, le sport collectif français a su relever la tête. Mais on a fait partie des équipes qui ont été précurseurs en la matière, en tout cas. Voilà, qui ont quelque part fait prendre conscience au pays qu'on pouvait gagner à l'international aussi. En tout cas, c'est ce qui m'est renvoyé aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui viennent me dire, ils me disent vraiment, ça m'a marqué, ça a marqué mon enfance pour ceux qui l'ont vécu enfant. Ça a été des images très fortes, je pense, parce qu'en plus, c'était complètement inattendu à l'époque. C'est-à-dire que on ne nous attendait pas à ce niveau-là. Et battre le record du monde, Carl Lewis en face quand même, c'était pas rien. Carl Lewis, c'est 9 médailles d'or olympiques, c'est probablement le plus grand athlète. Voilà. Et nous, on a incarné un petit peu le village gaulois qui résistait à la toute-puissance américaine, quoi, quelque part. Alors, dans cet esprit, on va arriver sur plein d'autres sujets, mais on arrive à faire à ce niveau-là. Tout le monde croit que je vais gagner. Enfin, il y a toujours un élément de je peux gagner. Et en tout cas, évidemment, tête de série, on va dire, il y a une possibilité, mais bon, c'est quand même les Américains qui sont les plus forts dans ce cadre-ci. Mais pour la plupart du temps, tout le monde pense qu'il peut gagner. Dans un grand tournoi, un grand chelem de tennis, enfin, il y a une quinzaine de personnes qui sont tout à fait capables. Mais pour autant, il y en a un qui gagne. Et encore, vous n'y étiez pas les 4 plus grands sprinteurs des 100 mètres. Mais vous y arrivez. Qu'est-ce qui a fait? Est-ce que vous avez vraiment cru que vous allez gagner? Est-ce que tu penses que c'est ça qui a aidé? Ou comment est-ce que tu expliques mentalement, physiquement ou lors de la journée de la performance, qu'est-ce qui a fait que vous avez gagné? Mais, comme tu le dis très justement, la première chose, c'est déjà de croire qu'on peut gagner. Celui qui croit qu'il peut et celui qui croit qu'il ne peut pas, ils ont tous les deux raison. J'aime bien cette citation, je ne sais pas de qui elle est, mais j'aime beaucoup l'utiliser parce que pour moi, c'est vraiment ça. D'abord, la première chose, c'est de croire que tu peux. Et ça a été, je dirais, la première chose que nous a dite notre entraîneur. Il nous a prouvé, il a pris des chiffres, il a regardé, il a dit « Regardez, vous pouvez le faire. Vous avez les moyens de le faire. » Même si individuellement, le meilleur d'entre nous courait moins vite que le moins bon des Américains. Mais il nous a dit, si vous travaillez techniquement, donc il y a des facteurs techniques, il y a des facteurs physiques évidemment, il s'agissait malgré tout de donner le meilleur de nous-mêmes, de courir le plus vite possible. Le facteur déterminant, le jour de la course, c'est ce qu'on appelle l'aspect mental. Mais en fait, quand on dit mental, c'est pas le mental. Le mental, c'est de dire, on peut gagner, on se fixe un objectif, on peut gagner, on peut le faire. Ça, c'est le mental. Mais c'est pas ça qui pêche. Et trop souvent, on dit on fait de la préparation mentale. Moi, je ne fais pas de la préparation mentale, je fais de l'optimisation de la performance sur tous les plans, mais particulièrement sur le plan émotionnel. Parce qu'en fait, ce qui va pêcher, ce qui pêche dans les grandes équipes ou au très haut niveau, quand on arrive et qu'on a la pression, ce qui pêche, c'est l'émotionnel en fait. C'est très souvent l'émotionnel qui s'effondre. C'est-à-dire qu'à un moment, on est déterminé, on veut y aller. Parce que si jamais on n'a pas ça, de toute façon, on ne fait pas du sport de haut niveau. Donc on a cette détermination, on a cette envie, on a cette énergie. Par contre, à un moment, qu'est-ce qui fait que on va être excellent le jour de la compétition ou alors qu'on va perdre ses moyens? Et bien ça, c'est l'émotionnel. C'est notre capacité à gérer notre émotion, notre capacité à aller chercher le meilleur de nos émotions et à pas être pris par la peur. On sait que la peur, elle va nous réduire. Si jamais on a peur un peu avant, c'est pas grave. Ça peut être du trac. C'est quelque chose qui va au contraire nous servir à mobiliser notre énergie. Mais si par contre, pendant que je suis dans l'action, pendant que je suis en train de parler ou pendant que je suis en train de courir, la peur arrive et me prend, et ben là, ça va interférer sur ma performance. Donc c'est important, effectivement, à ce moment-là, d'avoir travaillé en amont pour faire en sorte que l'émotionnel ne vienne pas interférer, ne vienne pas perturber la performance le jour J. Tu as dit, à un moment donné, je crois que je peux gagner. Enfin, parce qu'en fait, c'est un travail individuel à ce niveau-là. En revanche, tu as 3 autres coéquipiers. Et je suis en train de me dire, quelle était l'émotion qui passait par les yeux en train de dire on va y arriver, parce qu'en fait il y a ce genre de conviction, une émulsion ensemble qui fait que le flow, donc l'optimisation de la performance va arriver ce jour-là, et parfois il y a cette notion très éphémère de confiance, que ce soit un projet de groupe, et est-ce que chacun croit au même niveau? Est-ce que je crois en moi? Est-ce que je crois en nous? Et est-ce que j'ai envie de dire, est-ce que le croire en nous
est plus fort, ou besoin d'être plus fort que le croire en moi? Alors, le croire en soi est déterminant, parce que quand on est dans une équipe, quand on est un individu, il y a l'équipe et il y a l'individu. Et l'individu dans l'équipe est aussi très important. Donc, le croire en soi est important. Mais le croire en soi, il peut être vraiment boosté par le croire en nous aussi. Et c'est ce qui s'est passé pour moi, en fait. En fait, j'ai jamais couru aussi vite que dans le relais. J'étais un bon coureur de niveau national. Au niveau international, j'ai terminé 2e au championnat d'Europe, j'étais finaliste au championnat du monde, mais je ne suis jamais monté sur les plus hautes marches. Par contre, dans le relais, j'étais considéré comme le meilleur relayeur du monde dans mon parcours. C'est-à-dire que dans mon parcours, personne ne pouvait courir plus vite que moi. Et ça m'était donné par la confiance que l'équipe me mettait à disposition. Et je suis allé puiser de l'énergie et de la force dans cette confiance que m'avait donnée l'équipe, dans ce travail aussi qu'on avait construit patiemment pendant des années ensemble, dans ces répétitions techniques, dans ces bons moments qu'on avait passés ensemble, dans cette connaissance qu'on pouvait avoir les uns des autres. La connaissance est le premier pas vers la confiance. Et tout ça a fait que ce jour-là, ou en tout cas, les jours où, quand j'arrivais dans le relais, quand c'était le grand championnat, je passais encore un cap. C'est ce qui fait que 1 + 1 égale 3 finalement. C'est ce qui fait que c'est pas simplement l'addition des talents individuels qui fait le collectif, c'est vraiment aussi cette capacité qu'a le collectif à créer les conditions pour l'émergence du talent individuel au service du collectif. C'est-à-dire vraiment ce lien qui va nous réunir entre nous. Et c'était fort. Pour nous, c'était très fort. Et c'est ça qu'on avait réussi à construire. C'est vraiment cet esprit d'équipe, cette énergie qui nous reliait les uns aux autres. Et parfois, on se regardait, parfois, on n'avait pas besoin de se regarder, une petite tape, quelque chose. Ça passe aussi beaucoup par le corps. Dans le sport, c'est très important. La notion du corps est très importante, justement pour créer cette connexion aussi. On le sait, dans les sports collectifs, on a besoin de se rassembler avant le début du match, on a besoin de se montrer qu'on est là, de se toucher, des regards, des petits signes qui vont donner de l'énergie et qui vont vraiment nous permettre... Et moi, c'est vraiment ce qui s'est passé, c'est-à-dire que, et pas simplement moi d'ailleurs, puisque Daniel Sangouma qui me transmettait le témoin, le jour où on bat le record du monde, ce jour-là, il court plus vite que Carl Lewis dans son parcours. C'est-à-dire que lancé, il a réalisé 8 secondes 84. C'était exceptionnel. Et c'était pas son niveau, c'était pas le niveau qu'il avait individuellement. Mais parce qu'il était dans le collectif, il réalise quelque chose qu'il espérait même pas au fond, auquel il pensait même pas qu'il pourrait courir à ce niveau-là. Et ça se produit parce qu'il y a ce collectif, parce qu'il y a cette énergie, parce qu'il reçoit le témoin, il sait qu'il doit aller le transmettre, qu'il porte les valeurs du collectif et que quelque part, il fait pour quelque chose qui est plus grand que lui aussi. Il y a aussi ça dans la dimension du collectif. C'est quand on arrive à faire pas simplement pour soi, mais pour quelque chose de plus grand que soi, on arrive à aller chercher des ressources qu'on soupçonne même pas, dont on soupçonne même pas qu'elles sont là. La quête de sens est un sujet important pour moi. Et traduction pour les mortels du commun que je suis, et nous sommes généralement, dans une entreprise ou dans quelque chose qu'on entreprend à faire, attacher ce que je fais à quelque chose d'au-delà. Si je dis l'au-delà, c'est pour, par exemple, donner un boost à la France. Bien sûr. C'est ce qui s'est passé. Mais est-ce que vous l'aurez eu comme un objectif? Est-ce que ce sens-là aurait tenu? Parce que si l'objectif est trop grand, par exemple, je suis là pour guérir le monde. Bonne chance. Oui. C'est-à-dire, en gagnant cette course, je vais guérir le monde. OK. En gagnant cette course, je vais guérir la France? C'est quand même un peu gros. Comment est-ce que tu dimensionnes l'ambition pour que ça attire, ça soit ambitieux et pas trop? Pour moi, déjà, il y a 2 choses. Il y a l'objectif qui peut être ambitieux, et l'objectif, c'est, notre objectif en l'occurrence, c'est gagner la course. Un objectif, c'est quelque chose qu'on atteint ou qu'on n'atteint pas. Et au-delà de l'objectif, pour moi, il y a un rêve, il y a quelque chose, il y a une ambition, il y a quelque chose qui doit transporter le collectif, au service duquel tout le monde accepte de se mettre. Et notre ambition, effectivement, on ne parlait pas à ce moment-là, on ne disait pas on va sauver la France, il ne s'agissait pas de sauver la France. Bien sûr que non. Par contre, notre rêve, notre ambition à ce moment-là, c'est marquer l'histoire. Et moi, j'ai remarqué quelque chose, c'est que les sportifs qui ont cette ambition, j'ai réentendu cette phrase il y a peu de temps, il y a quelques années, de la bouche de Usain Bolt. Mais très souvent, les grands champions, je pense à des Federer, des Nadal, etc., ils sont dans cet esprit-là. Inversement, on a des champions qui vont et qui gagnent une fois. Pourquoi ? Parce que leur objectif, c'est pas de marquer l'histoire, l'objectif, c'est gagner un tournoi du Grand Chelem, par exemple. Et ces gens-là, ils vont gagner un tournoi.
Parce que pour pouvoir en gagner un autre, il faudrait qu'ils retendent l'élastique, qu'ils redisent bon, bah alors maintenant le suivant, bah, je vais essayer d'en gagner un deuxième. Et c'est pas comme ça que ça se passe. Les gens qui ont des grandes carrières, qui réalisent des grandes choses au niveau international, que ce soit dans une équipe ou il y a des grandes aspirations derrière. Pour entraîner collectivement une équipe ou un groupe, une entreprise ou un pays, il faut avoir une grande ambition. Je crois qu'on a tous besoin de rêver, en fait. C'est en nous, en chacun d'entre nous. On a besoin de se reconnecter à cette dimension du rêve. C'est peut-être d'ailleurs ce que fait le sportif quand il gagne quelque part. Quelque part, le sportif, il permet à chaque personne qui le regarde, et moi je suis un grand fan, je regarde le sport à la télé, j'adore ça, etc. Et moi, ça me fait rêver, en fait, le sport. Parce que ça me dit, mais en fait, cet objectif qui paraît inaccessible, en fait, c'est possible. Rêver très haut, rêver qu'on est les meilleurs du monde, mais en fait, c'est possible. Et si c'est possible pour une équipe, si c'est possible pour un individu, alors à mon échelle, c'est possible aussi. Pour moi, ça ouvre vraiment ce champ des possibles à l'échelle de chaque individu qui va regarder ça. Donc, je pense que c'est important, effectivement, d'avoir cette aspiration profonde. Cette dimension du sens, elle est là. Il y a aussi la dimension de chacun doit se sentir contribuer à ça aussi. Et effectivement, quand parfois c'est trop haut, les gens se sentent déconnectés. Et là, on ne peut pas les entraîner. Donc c'est important de faire prendre conscience à chacun que le rôle de chacun est déterminant, que chacun va à son échelle contribuer à ce succès, à cette réussite. Quand on gagne, on n'est pas tout seul. Quand on a gagné, on était 4 sur la piste, mais il y avait tous les autres. Il y avait déjà les 2 remplaçants qui étaient avec nous, plus tous les autres qui se sont entraînés avec nous, plus les médecins, plus les entraîneurs, plus le public aussi. Ça, c'est quelque chose de très important. Le public qui contribue aussi, qui donne de l'énergie, les gens qui sont derrière leur télé, qui nous supportent. Et ça, tout ça, ça donne de l'énergie. C'est de sentir qu'en fait, finalement, on n'est pas tout seul et qu'on est la partie visible, mais que c'est comme si c'était tout un système qui était derrière nous, au-delà même d'un pays, mais tout un groupe de personnes et d'énergie qui nous soutiennent et qui nous supportent et qui nous donnent cette force d'aller de l'avant. Donc c'est vraiment, pour moi, il y a cette dimension, effectivement, au-delà de l'objectif. Voilà, c'est quoi notre ambition ? C'est quoi notre aspiration ? Qu'est-ce qu'on veut laisser comme trace dans le monde aussi ? Finalement, je pense qu'on ne se l'est pas dit comme ça, nous, avant la course, mais c'est ce qu'on ressentait aussi. On est là ensemble, on sait qu'on peut faire quelque chose de grand. Qu'est-ce qu'on peut laisser comme trace, quoi ? Oui, en fait, c'est ça que ma question quelque part, parce que finalement, ce qui s'est passé, vous avez marqué l'histoire. En tout cas, par rapport à la France, on va dire, s'ils sont limite à ça. Et pour autant, c'était un peu implicite. Et donc, parfois, quand on est dans une entreprise et qu'on se dit que je veux marquer l'histoire, ça pourrait mal tomber parce que ça fait trop ambitieux par rapport à... Moi, je fabrique des petits boulons, je sais pas quoi. Bon, marquer l'histoire, bonne chance. Mais que derrière, les boulons étaient attachés à un navire qui a sauvé, je sais pas quoi. Enfin, tout d'un coup, ces boulons ont un sens plus grand. Et c'est juste où on arrive à placer ce niveau de rêve. Car en fait, ce qui s'est passé après, on peut réécrire l'histoire pour dire que nous avons marqué l'histoire. Si j'avais dit, on est là pour marquer l'histoire en amont, voilà, juste comprendre comment ce moment arrive et à quel moment tu t'es dit à quel point vous avez marqué l'histoire. Alors, a posteriori, je dirais tout de suite, parce que ce qui s'est passé juste après a été exceptionnel. On s'est rendu compte que d'habitude, on gagne la course et on est content pour nous. Tu vois, on gagne la course et on se dit « Waouh, génial, on a gagné ». Et là, on a senti qu'il se passait quelque chose d'assez incroyable. D'abord, tu vois, et rien que d'en parler, tu vois, ça me fait remonter de l'émotion. C'est incroyable. Parce que quand j'y repense, on a vécu un truc extraordinaire. Ce jour-là, le stade entier a vécu en communion avec nous. C'est-à-dire que les gens étaient debout, ils ont applaudi pendant une demi-heure. Mais je dis une demi-heure. J'avais jamais vu ça dans un stade d'athlétisme. Jamais. Je l'ai revu quelques années plus tard au championnat du monde à Paris, quand au Stade de France, avec le public tout entier qui chantait la Marseillaise avant le départ des courses, et notamment des relais. C'était impressionnant, quoi. Ça me donnait la chair de poule, quoi. C'est ce qui s'est produit ce jour-là. J'avais jamais vu ça dans un stade d'athlètes. En général, moi j'ai été aussi préparateur physique dans le foot.
à Marseille et puis en Turquie, justement, à l'occasion, quand on s'était rencontrés à Istanbul. Donc les stades de foot, on connaît, il y a une ferveur, il y a une énergie incroyable. Mais en athlée, c'est plutôt un peu policé. Oui. En athlétisme, Généralement, c'est individuel. c'est généralement plus individuel. Voilà, il n'y a pas cette communion du public. Là, c'était impressionnant parce qu'on était en ex-Yougoslavie, dans ce qui allait devenir la Croatie. Donc il y avait aussi un sentiment nationaliste très fort à cette époque-là. Il y avait des gens armés dans le stade, autour. On sentait qu'il se passait quelque chose, quoi. Et c'est incroyable. Alors, c'était peut-être lié aussi au fait que quelques temps avant, il y a une sauteuse en hauteur croate qui a gagné aussi. Donc, ça a commencé à créer une effervescence dans le stade. Il y a un coureur de 1500 qui a gagné aussi. Mais quand on a battu le record du monde, on a senti une espèce de d'énergie dans tout le stade, quoi. C'était vraiment impressionnant. Donc ça a été tout de suite, on a senti que ça dépassait notre propre équipe, tout de suite. Et la France, donc du coup. Parce Et qu'en la fait, France. parce que si les Croates, enfin, et tout le reste du public était derrière toi, c'est qu'ils ont vu en vous, quelque part, j'ai envie de dire, the underdogs. Ceux qui ne devaient pas, mais qui sont arrivés. C'est ça. Oui, il y a eu vraiment ça. C'était les petits qui arrivaient et qui renversaient un peu tout le monde, quoi. La hiérarchie, les pronostics. Voilà, les Anglais, a priori, étaient meilleurs que nous. Ils devaient nous battre aussi, puisqu'ils nous avaient battus sur 100 mètres et sur 200 mètres à ces championnats. Et puis, encore moins le record du monde. D'ailleurs, ça a été annoncé d'une manière incroyable. Les commentateurs annoncent record de France, record d'Europe. Et enfin, record du monde, quoi. Ça a été. D'ailleurs, je crois, pour l'anecdote, il a perdu son poste. Le commentateur de l'association européenne d'athlétisme a perdu son poste parce qu'il n'avait pas le droit d'annoncer tout de suite le record du monde. Et lui, il était tellement pris, emballé dans le truc, c'est que tout de suite, il a annoncé le record du monde. Donc ça a été quelque chose d'exceptionnel. Mais au-delà de ça. Nous, on a vu après, quand on est resté très longtemps dehors, à savourer ce moment avec le public. Et quand on est rentré derrière, on a vu les journalistes, on a vu les autres membres de l'équipe de France qui étaient là, qui pleuraient, des gens qui pleuraient, donc des athlètes qui avaient couru ou qui allaient courir et tout, qui étaient en pleurs, c'était impressionnant vraiment au niveau émotionnel. On s'est rendu compte que ça dépassait largement tout ce qu'on avait pu imaginer, quoi, en fait. Il y a quelque chose qui me frappe quand je regarde, et on va passer après sur ce que tu fais actuellement, mais quand je regarde les relais, de manière générale, tu sais que j'ai fait beaucoup de l'athlétisme et que je regarde, j'adore, je remarque que dans la plupart des cas, quand les femmes font la concurrence, c'est pas parce qu'elles sont moins compétitives, c'est à la fin, elles s'embrassent toujours. Même si le gagnant a gagné, elle va venir pour dire merci aux autres, etc. Il y a une espèce de communion entre les athlètes que je ne retrouve pas chez l'homme. Or, là, tu me dis que les autres athlètes masculins sont venus pleurer avec vous. Et je trouve que c'est très rare pour moi, dans l'athlétisme masculin, d'avoir une émotion partagée avec la concurrence. Alors, pour être tout à fait juste, c'est pas les autres athlètes masculins en fait, c'est pas nos concurrents, si tu veux, qui sont venus. Par contre, il s'est passé quelque chose qui se passait pas d'habitude, c'est qu'effectivement les Anglais, donc qui avaient perdu la course, qui étaient plutôt favoris, les Anglais, eux, sont venus chaleureusement nous féliciter. Alors qu'on était plutôt sur une rivalité un petit peu, enfin voilà, on est c'était, mais voilà, les Anglais, c'était moi le souvenir que j'avais des oppositions entre la France et l'Angleterre, c'est les matchs de rugby, quoi. C'était la guerre, quoi. C'était voilà, on se rentre dedans et c'était vraiment voilà. Et là, il y a eu ils ont été hyper fair-play, quoi. Hyper fair-play, il y a eu vraiment on a senti de la sincérité aussi dans leur comportement après la course, quoi. Ils étaient heureux pour nous qu'on ait battu cette course et d'avoir contribué à ça aussi, parce que s'ils n'avaient pas été là, on n'aurait pas gagné la course. Oui, la bonne concurrence, on a besoin. On a besoin, de toute façon, pour aller dépasser ses propres limites, on a besoin de l'autre, quoi. L'autre, et c'est ça que je dis aujourd'hui beaucoup aux athlètes que j'accompagne aujourd'hui. L'autre, c'est pas un ennemi à abattre. C'est quelqu'un qui est important. Parce que s'il n'est pas là, tu ne vas pas pouvoir dépasser tes propres limites. Donc c'est un allié. Je ne dis pas que c'est un ami. À ce moment où on est sur la piste, on est là, on combat l'un contre l'autre. Mais cette rivalité, elle est nécessaire pour que tu ailles, toi, chercher le meilleur de toi-même aussi. Alors, en tout cas, je ne sais pas si elle est nécessaire, mais en tout cas, c'est un atout.
C'est quelque chose qui doit t'aider à aller chercher justement le meilleur de toi-même. Donc, quand un athlète ou quand un adversaire, que ce soit au tennis ou en athlète ou n'importe quoi, te met des bâtons dans les roues, te met des difficultés, mais tu dois le remercier parce qu'il va t'obliger à aller chercher le meilleur de toi-même pour pouvoir peut-être sortir de ta zone de confort et faire quelque chose que tu n'aurais pas imaginé. Et clairement, si les Anglais n'avaient pas été là, ils ne nous avaient pas poussé dans nos retranchements, on n'aurait pas battu le record du monde. C'est sûr. J'ai fait un entretien avec un commandant de sous-marin américain, sous-marin nucléaire, et je lui ai parlé de comment donner du sens à son travail. Et il m'a répondu, et ça m'a étonné, que le sens qu'il donne à son équipe, il y a 180 personnes dans sous-marin à peu près, sous-marine, et c'est que c'est pas abattre l'ennemi. C'est pas contre les Russes, contre les Chinois, etc. C'est je dois donner un sens à chacun qui est propre à eux, à l'intérieur. Et ce que tu me décris là, c'est tout à fait ça. C'est que votre sens, c'était marquer l'histoire, c'était pas battre les Anglais. C'est ça. Et c'est d'ailleurs peut-être là où on s'est perdu l'année suivante. L'année suivante, donc au championnat du monde, on rencontre les Américains. Et l'histoire avait été montée en épingle aussi par les médias, par les journalistes, parce que du coup, on devenait les petits Français contre les gros Américains. Enfin voilà, c'était très symbolique tout ça aussi. Mais nous, quelque part, on est tombé dans un piège. C'est-à-dire que jusqu'avant 90, on faisait pour nous. On ne faisait pas contre les autres, on faisait pour nous. Et on construisait notre aventure, notre histoire finalement. Et on évoluait très bien comme ça. Et l'année suivante, on a commencé, alors on a perdu donc en finale des championnats du monde contre les Américains. On a terminé deuxième. On réalisait un bon temps malgré tout, mais on a été nettement battu. Et pour moi, une de nos erreurs, pendant les mois qui ont précédé, ça a été de se focaliser sur les Américains et de se focaliser contre les Américains. Au lieu de faire pour nous, on faisait contre les autres. Et c'est plus la même énergie en fait. Clairement. C'est-à-dire qu'on ne va pas chercher le meilleur de soi, on donne de l'importance à l'autre qui devient tout d'un coup un obstacle qui prend de plus en plus de place dans notre paysage, quoi. Alors qu'avant on les voyait pas, on faisait pour nous. Bien sûr qu'ils étaient là, on les sentait. On sentait parce que forcément on est des compétiteurs, on est en compétition, etc. Mais ils occupaient pas tout notre espace. Or là, on les a fait rentrer dans notre tête quelque part et on a fait leur jeu. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'important. L'autre, il est là pour nous aider à révéler le meilleur de nous-mêmes. Mais l'important, c'est ce que nous, on fait pour pouvoir changer. C'est ce qu'on va faire, nous, aujourd'hui et chaque jour, pour pouvoir transformer le futur, enfin, pour pouvoir changer le futur et gagner la course, quoi, et gagner les courses à venir. Et pour nous, ça a été le début d'une période où on a été moins bien. Avant de retrouver nos esprits et de se remettre, je dirais, la tête à l'endroit. Mais voilà, et ça, c'est les petites choses... quand on ne l'a pas vécu, on n'en a pas forcément conscience en fait. C'est une perte d'énergie en fait. Quand on commence à mettre son attention sur ce que fait l'autre, donc sur des choses qu'on ne maîtrise pas en fait. Bien sûr. L'important c'est de mettre son attention sur tout ce qu'on peut maîtriser, tout ce qui est de notre ressort en fait. J'aime bien cette phrase c'est Marc Aurèle je crois qui dit donnez-moi la force de changer ce que je peux, d'accepter ce que je peux pas et la lucidité ou la sérénité de reconnaître l'un de l'autre en fait. Et pour moi c'est une phrase qui est très puissante en fait, parce que c'est vraiment ça. Il faut pas perdre son énergie à des choses que tu ne maîtrises pas. Et la course des autres, tu ne la maîtrises pas. Tu vas l'influencer si toi, tu es très bon, si tu es excellent, si tu vas faire des choses qui les surprennent ou qui les déroutent. Mais ça dépend de toi, en fait. Alors que si tu poses ton regard sur eux, et tu vas finir obsédé par eux. Ça, c'est une vision qui, pour moi, est très importante. Et à l'échelle individuelle, ça veut dire... Et j'ai rencontré dans les entreprises aussi ce type de problème. Des gens qui disent « Ouais, mais les autres ne sont pas éthiques. Ils ne font pas les choses comme ci ou comme ça. » Et ben, moi, j'ai rapproché ça du regard. Et ça aussi, c'est quelque chose qui, chez moi, a évolué. Parce qu'à l'époque, moi, j'étais très engagé contre le dopage. Donc, je m'engageais. Voilà, il faut que la lutte antidopage soit efficace. Il faut que ceci, il faut que ça. J'ai perdu beaucoup d'énergie à ça. Et en fait, je me suis rendu compte après que l'important, c'est ce sur quoi tu poses ton attention, ce sur quoi tu as vraiment une prise, ce que tu peux faire évoluer. Et l'important, c'est qu'est-ce que moi, je peux changer en moi pour grandir
et pas ce qui doit être fait pour les autres en fait. Et le dopage, c'était pas mon affaire. Je m'en suis occupé, mais j'ai perdu de l'énergie à ça. C'est l'affaire des instances antidopage. Et quand on est en activité, on peut pas se dire que d'autres se dopent. On doit même pas avoir cette pensée-là, parce que sinon, déjà, on se limite par rapport aux autres. Et donc, si les autres, si je prends le parallèle avec l'entreprise, si les autres ont des comportements qui sont pas éthiques et qui sont pas... Occupons-nous déjà, nous, de faire le mieux possible ce qu'on a à faire. Et puis laissons ça de côté, laissons-les avec leur conscience, laissons-les avec leur éthique, laissons-les. C'est pas, on va pas perdre cette énergie-là, parce que c'est pas un levier pour notre propre performance en fait. Voire même c'est quelque chose qui va nous affaiblir en fait. Donc là où on met son attention, c'est quelque chose de très important. Pour moi. J'adore. C'est comme on disait au début, quand tu peux gagner toi-même de croyance en soi, ensuite la croyance en nous, puis après le reste, les vous. Je voudrais parler maintenant, Jean-Charles, de ce que tu fais actuellement et juste comprendre, parce qu'en fait, évidemment, conférencier comme moi, c'est pas facile ce jour-ci. Tu es en train de monter une entreprise. Parle-nous de l'avenir pour toi, où t'en es. Alors l'avenir pour moi, c'est évidemment de transmettre. Moi, j'adore transmettre. Voilà, j'aime sentir cette énergie, j'aime sentir... Moi, le présentiel, pour moi, c'est très important. Alors évidemment, je suis capable aujourd'hui de faire des conférences à distance, mais le présentiel, c'est très important. Et on va y revenir d'ailleurs, parce que dans ces temps troublés où on entend que voilà, les nouvelles formes de travail, ça va être à distance, les gens n'ont pas besoin forcément d'être ensemble, de se connaître, etc. Moi qui viens du monde du sport et pour qui le corps est quelque chose de très important aussi, hein, parce que on est un corps, on n'est pas qu'une tête. Hein, et quand on travaille à distance, on peut faire passer un peu d'émotion, mais moins que quand on est en présentiel. Mais on oublie le corps très souvent. Et pour moi, c'est très important quand on parle d'énergie, et moi aujourd'hui je travaille sur l'énergie du collectif, que ce soit avec mon entreprise, donc Smart & Sport, ou moi quand j'interviens en conférence ou en coaching, je travaille vraiment sur l'énergie des équipes. Pour moi, c'est ça qui est important, c'est ça dont on a besoin pour faire aboutir nos projets. L'énergie, c'est ce qui va nous servir à lancer un travail, à lancer une action, et puis à entretenir le mouvement. Et quand je parle de mouvement, je parle y compris de mouvement physique, mais c'est le mouvement aussi des émotions, c'est cette synergie dans le collectif qui va faire qu'on va aboutir nos projets, qu'on va garder cette énergie jusqu'au bout, quoi, finalement. Donc aujourd'hui, effectivement, la situation est compliquée, parce que dans les entreprises aujourd'hui, évidemment, il y a peu de présentiel, et on sent beaucoup de peur. On sent beaucoup de peur, beaucoup de repli sur soi. La situation sanitaire aujourd'hui fait que les entreprises disent non, mais la priorité, c'est pas pour l'instant, c'est pour nous, c'est pas le collectif, ça viendra après. Moi, je crois que c'est maintenant. Je crois que c'est maintenant, parce qu'aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, on va en subir les conséquences dans quelques mois. C'est-à-dire que des gens qui sont aussi seuls chez eux, qui n'ont pas forcément les conditions de travail adéquates, qui perdent le lien aussi avec l'entreprise, donc quelque part aussi le sens, qui perdent ce contact, ces contacts sociaux, qui nous ressourcent aussi et qui sont si importants pour nous. Hein. Il y a des gens qui travaillent de chez eux, mais il y a des gens qui ont une vie sociale exclusivement au travail pour certains. Donc comment ils font pour finalement se ressourcer aussi avec le collectif, avec les autres? Comment on fait pour communiquer toutes ces informations informelles qui sont si importantes pour justement tisser ce lien dans les équipes? C'est important justement de prendre en compte ces aspects-là. Et donc nous aujourd'hui, avec mon entreprise, avec l'entreprise que j'ai cofondée avec deux autres associés, on travaille sur aller diagnostiquer l'énergie collective dans les équipes, où ça bloque, où les gens se régénèrent, où ça bloque, où est-ce qu'il y en a, où est-ce qu'il n'y en a pas, et sur les dimensions justement du sens, de l'engagement, du bien-être, voilà, qui sont nos trois axes principaux. On va aller investiguer pour identifier où il y a matière à faire pour pouvoir relancer l'énergie du collectif. Et ce travail de diagnostic peut se faire à distance? Alors, ou est-ce que ça doit être en présentiel? Alors, tout est possible. Quand on travaille avec des groupes, on préfère être en présentiel, donc on organise, dans le respect des gestes sanitaires. Hein, c'est la grande phrase aujourd'hui, hein, dans le respect des gestes sanitaires. Bien sûr, mais c'est important aujourd'hui, hein, et d'autant plus qu'il faut respecter aussi les peurs aussi, hein, de chacun, et puis les limites de chacun. Donc, on essaie d'être très attentif à ça. Mais on va créer des ateliers. Parce que nous, on travaille beaucoup en organisant des ateliers qualitatifs, en fait, où on va venir questionner les gens sur comment ils vivent les choses,
comment ils les ressentent, c'est quoi leur émotion, c'est quoi leur... On va parler d'émotion, on va parler de ressenti, de sensation, et pour aller identifier tous ces points qui viennent bloquer dans le processus de libre circulation de l'énergie dans le collectif. Donc on crée des ateliers comme ça, mais la première phase, c'est vraiment cette phase de diagnostic. Alors on va aussi utiliser les indicateurs qui existent, hein, d'absentéisme, voilà, tous les indicateurs qu'on connaît aujourd'hui dans les entreprises. Et on va, à partir de ça, dresser une cartographie de l'entreprise pour pouvoir aller travailler ensuite et faire des recommandations sur les zones où on doit travailler pour pouvoir relancer ce collectif. Et aujourd'hui, pour moi, c'est aujourd'hui parce que dans certaines équipes, il y a une vraie souffrance aujourd'hui, liée à la crise sanitaire, mais pas que, hein, liée à l'incertitude. Est-ce qu'on va être gardé? Est-ce qu'on ne va pas être gardé? Est-ce que le marché ne va pas s'effondrer, etc. On sent qu'il y a beaucoup de choses qui pèsent aujourd'hui sur les entreprises. Et donc, dans cette période où il s'agit d'être concurrentiel, hein, de développer cette agilité aussi, hein, pour pouvoir s'adapter à ce qui va se produire, hein, par la suite, c'est particulièrement important de prendre conscience que c'est cette qualité d'énergie justement et cette qualité donc y compris la communication, la confiance, etc. hein, dans les équipes, c'est ça qui permettra justement cette agilité, cette capacité qu'auront les entreprises à faire face ou non à la crise qu'on est en train de traverser aujourd'hui. Je ne peux que être d'accord. Donc ce que je comprends, Jean-Charles, c'est qu'il y a une latence par rapport à ce qui va se passer. C'est-à-dire que aujourd'hui, on est plutôt dans le genre, je vais arriver, bon courage, et je pense que je vais réussir, mais en fait, on ne fait pas le vrai travail sur ce qui est en train de se passer, sur une vraie prise de conscience des difficultés et de l'effet dommageable de la peur. Donc ma question, c'est comment est-ce qu'on peut confronter cette peur? Comment est-ce qu'on peut le retourner? Pour certains, ça a l'air extrêmement réel, alors qu'on parle d'un truc invisible, et puis après, on peut avoir un point de vue factuel de ce virus différent. Mais comment est-ce que tu peux, et votre équipe, amener les gens à confronter cette peur, pour retrouver cette énergie pour l'avenir? Déjà, la première chose, c'est que l'émotion dans l'entreprise, dans certaines entreprises, hein, pas dans toutes les entreprises, on ne va pas parler de l'entreprise, mais dans certaines entreprises, l'émotion, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. On ne maîtrise pas, on a peur de ça. Donc on a peur d'avoir peur quelque part, on a peur de l'émotion. Donc on préfère ne pas en parler. Pour nous, la première chose, c'est déjà de pouvoir exprimer ce qu'on ressent. Exprimer que je suis inconfortable dans la situation qui est là, ou ce mode de travail à distance, c'est pas confortable pour moi. Il faut que les gens puissent s'exprimer. Ça, c'est la première chose. Pouvoir dire les choses. Prendre conscience qu'il y a un problème, c'est déjà commencer à le résoudre. Donc, c'est faire émerger le fait qu'il peut y avoir des problèmes et que ça peut poser, ce qui est en train de se produire aujourd'hui, peut poser des problèmes à certaines personnes. La pire des choses, ce serait de dire, non, il ne se passe rien. Non, on va continuer. C'est ce que disait, on est velléitaire, on va surmonter la crise, on y va. Oui, certains peut-être vont pouvoir adhérer à ce discours-là, et puis d'autres, on va les perdre complètement. On risque de perdre la moitié des effectifs comme ça. Donc c'est important effectivement de prendre en compte la réalité de chacun. Il y a des gens qui sont prêts à repartir, et tant mieux, parce qu'ils vont être moteurs aussi pour tout le monde. Et puis il y a des gens qui ont peur, il y a des gens qui ont besoin d'être rassurés. Donc il faut pouvoir entendre ce qu'ils ont à dire, il faut pouvoir les prendre en compte, il faut pouvoir leur demander aussi de quoi ils ont besoin pour pouvoir aller de l'avant, parce qu'il ne s'agit pas de s'arrêter, il s'agit d'aller de l'avant, il s'agit de effectivement prendre conscience qu'il faut être capable de développer cette agilité, être capable de développer cette capacité de résilience, hein, si on a subi un choc important, ce qui a été le cas pour certains, développer cette capacité de résilience, parce qu'on n'a pas le choix, sinon on va disparaître, on va mourir, hein. Donc que ce soit les entreprises ou les gens, donc on a besoin d'aller chercher ces énergies-là. Donc la première chose, c'est déjà d'écouter, d'entendre les messages de ces gens-là. Donc ça, c'est ce qu'on fait nous, hein, dans les ateliers aussi. Entendre ces personnes qui parfois ne sont pas audibles dans les entreprises, qui ne sont pas écoutées. Donc voilà. Mais en même temps, nous, on ne vient pas pour donner des solutions directement. Moi, après, c'est un travail que je peux faire individuellement. Hein. C'est-à-dire que après, c'est collectivement
de quoi vous avez besoin collectivement pour pouvoir faire face à ce qui est en train de se Réunir les produire. gens autour d'une ambition, un rêve. Voilà, retrouver du sens, retrouver du collectif, retrouver un cap, parce que dans ces périodes d'incertitude, souvent on perd l'essentiel aussi. Hein. Donc l'essentiel, le ciel, c'est-à-dire c'est ce qui nous guide, hein, voilà ce qui va nous emmener. C'est quoi notre essentiel, quoi, hein, c'est quoi notre cap? Retrouver, réaffirmer nos valeurs aussi, tu vois, pouvoir réancrer ce qui est important pour nous. Et dans ces périodes-là, c'est aussi montrer qu'on fait attention, on prend soin des gens, on prend soin des collaborateurs. Et on a besoin, dans ces périodes difficiles, vous êtes en famille, vous avez un coup dur, etc., les enfants, ils ont besoin qu'on prenne soin d'eux. Je pense que les collaborateurs, dans ces moments d'incertitude, ils ont besoin de sentir que l'entreprise prend soin d'eux aussi. Que leur réalité est prise en compte. Ça, c'est quelque chose d'important. Mais pas juste en mettant un baby-foot dans un coin et en disant, voilà, vous savez, on vous a mis un jeu, maintenant vous êtes content, vous êtes tranquille. Non, c'est vraiment de quoi vous avez besoin aujourd'hui. Donc, on n'a pas une approche pareille pour toutes les entreprises. On va vraiment écouter en fonction des conditions, des différentes conditions, des différents milieux dans lesquels on va aller pour écouter ce que les gens ont à nous dire, ce que les entreprises vivent, et puis prendre en compte aussi bien la dimension de l'engagement, le plaisir, la motivation, elle est quoi? C'est comment aujourd'hui pour vous? Le cap, le sens, à quoi vous avez le sentiment de contribuer aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez perdu, mais qu'est-ce que vous avez gagné et vers quoi vous allez vous projeter? Et puis, le collectif, voilà, c'est quoi les conditions pour pouvoir travailler dans les meilleures conditions possibles pour vous? De quoi vous avez besoin aujourd'hui? Cette phrase, elle est importante. C'est la phrase que tous les managers devraient poser à leurs collaborateurs. Mais de quoi vous avez besoin pour faire le mieux possible votre travail? C'est pas de quoi vous avez besoin pour jouer. Parfois, on confond un petit peu le bien-être au travail avec l'amusement. On n'est pas là pour jouer. Quand on est sportif de haut niveau, on est là pour gagner. Mais on a besoin d'un certain nombre de choses pour pouvoir aller chercher le meilleur de nous-mêmes. On a besoin de récupération. On a besoin d'avoir une bonne récupération. On a besoin d'avoir une bonne ambiance entre nous, on a besoin d'avoir des objectifs clairs, on a besoin d'avoir une communication efficace et fluide, on a besoin de se dire les choses, d'être clair, d'être authentique, d'être clair, voilà. Ça, c'est nos valeurs aussi, hein. C'est ce qu'on on incarne aussi, et c'est ce qu'on partage avec les entreprises. Donc c'est vrai qu'on va plus spontanément travailler avec des entreprises qui partagent déjà ces valeurs-là, qui ont déjà cette conscience que c'est le collectif qui permettra de surmonter la crise. C'est la cohésion et l'esprit d'équipe et la connivence, je dirais, entre les gens et la capacité de communiquer juste et clair qui nous permettra avec un cap évidemment aussi lui-même clair, qui nous permettra de surmonter ces moments difficiles, quoi. Ben Jean-Charles, j'entends ton énergie. J'adore l'idée d'insérer l'émotion en entreprise. Je pense que c'est essentiel. Et tu as dit des choses comme il faut rechercher l'énergie, permettre l'émotion, redonner du sens. Et j'adorerais, pour terminer, l'essentiel. J'adore ça. Jean-Charles, comment est-ce que quelqu'un pourrait te suivre, contacter, prendre contact avec ton entreprise pour avoir plus d'énergie et de sens dans leur entreprise? Alors, je te remercie de me poser cette question, Minter. Moi, je suis joignable. Mon site, c'est jeancharles3bal.fr, tout attaché. Et donc là, vous aurez mes coordonnées sur le site. Et ma société s'appelle Smart & Sport. Donc Smart, petit n, sport, tout attaché, .fr. Et donc, voilà, là, c'est notre offre conseil, diagnostic, conseil et recommandations, où il s'agit de mettre en mouvement à la fois les équipes et les individus, mettre en mouvement la tête, le cœur et le corps. Et le corps, on ne l'oublie pas, parce que pour nous, c'est aussi une dimension très importante. Mais voilà, pour nous, vraiment, mettre en mouvement. Il s'agit de mettre en mouvement les émotions, mettre en mouvement le collectif, mettre en mouvement le corps de manière synergique, coordonnée dans les équipes pour pouvoir créer cette puissance aussi, qu'elle soit individuelle ou collective, mais voilà, cette mise en mouvement. Pour nous, le mouvement, c'est la vie. Donc voilà, redonner de la vie aussi dans ces équipes. Sous ces beaux mots. Merci Jean-Charles. Je mettrai tous les liens dans les show notes pour que ça soit facile à taper et cliquer pour te retrouver, soit ton site perso, soit l'équipe. Voilà, merci beaucoup Jean-Charles. Merci Minter, merci beaucoup à toi. Merci de nous avoir écoutés sur Minter Dialogue en français. Vous trouverez tous les liens et références cités lors de cet entretien sur mon site minterdial.fr. Pour vous inspirer,
Je vous laisse avec une chanson que j'ai écrite dans ma jeunesse, A Convinced Man. A stranger tucked around me, precipitating the danger. To feel free, trust is the reason. Still I won't toe the line. I sit here passively, hope for your respect, anticipating the thrill of your intellect. Maybe I tell myself there's no use in me lying. I'm a convinced man, building an urge. I'm a convinced man, to live and die submerged. A convinced man, in the arms of a woman. I'm a convinced man, challenge my fate. I'm a convinced man, competition's innate. A convinced man, in the arms of a woman. Despise revenges and struggle with deceit. Live for the challenge so life's not incomplete. What's wrong with challenge? I know soon we all die. I like the feel of a stranger tucked around me, precipitating the danger. To feel free, trust in my reason, and let me show you why. I'm a convinced man, practicing my lines. I'm a convinced man, here in these confines. A convinced man, in the arms of a woman. I'm a convinced man, admit to the test. I'm a convinced man, I'm ready for an arrest. I'm a convinced man, in the arms of a woman.